Bonjour à toutes et tous, bienvenue et merci donc d'être présents pour ce webinaire consacré donc au service de l'action sociale et sanitaire de la MSA et plus particulièrement donc ces actions en faveur des personnes âgées. Je suis ravi donc de vous accueillir aujourd'hui pour ce temps d'information, donc le premier de l'année 2026, étant donné qu'il y en a eu 8 sur l'année 2025. Là, on démarre l'année 2026 par cette présentation via les services de la MSA. Et donc, ça a pour objectif de mieux faire connaître les missions, les dispositifs, les accompagnements proposés par la MSA pour soutenir le vieillissement dans les meilleures conditions. Je tiens également à remercier chaleureusement donc Monsieur Lacloche et Monsieur Voignier donc, qui vont être les intervenants pour ce webinaire. Pour introduire un petit peu le propos, donc le vieillissement de la population est un enjeu majeur de la santé publique. Je pense qu'on est tous à même de penser cela et donc de la cohésion sociale et ça soulève donc plusieurs questions. Comment préserver donc l'autonomie le plus longtemps possible? Comment prévenir la perte d'autonomie et l'isolement? Et comment accompagner au mieux les personnes âgées et leurs proches dans les moments de fragilité? C'est précisément donc dans ce contexte que s'inscrit l'action sociale et sanitaire donc de la MSA. Au-delà de son rôle de protection sociale, elle agit en matière de prévention globale et de proximité. Mais là, nos intervenants donc, vont vous expliquer plus en détail tout ce qu'il en est, autour donc, des actions proposées par la mutualité sociale et agricole. Ce temps donc s'adresse pour mieux comprendre tout ça. Il est donc enregistré et va être diffusé sur la chaîne YouTube Provence Santé Coordination. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne-là, je vous invite à pouvoir vous y rendre. Il y a les 8 premiers donc, de l'année 2025. Celui-ci en fera partie dans quelques jours. Voilà. Donc pour les présentations, je vais pas être plus long pour laisser justement un maximum de temps sur la présentation et sur les échanges. Donc encore merci Monsieur Lacloche et Monsieur Voignier, et c'est à vous. Donc bonjour mesdames, messieurs, merci Monsieur Morias pour cette invitation. Donc bienvenue tout le monde. Effectivement, donc moi je vais me présenter. Donc je suis Emmanuel Lacloche, donc je travaille au sein de la MSA Provence Azur, au sein du service Action sanitaire et sociale, et je reviendrai dessus un peu après sur les présentations. Donc je suis le responsable de l'unité administrative qui gère les prestations et la liquidation, c'est-à-dire que les finances concernant les différentes aides qu'on peut faire aux seniors ou autres. Effectivement, sur cette présentation, on va faire un focus sur les seniors plus particulièrement et ce qu'on peut mettre à disposition. Et je laisse la parole à Monsieur Voignier qui va également se présenter et ensuite je prendrai le relais pour la présentation. Franck Voignier, gestionnaire auprès du service d'action sanitaire et sociale de la MSA Provence Azur. Donc, je suis plus dans les dossiers, en fait. Voilà, tout simplement. Donc Franck, en fait, qui fait partie de l'unité administrative, a toute l'expertise sur le côté instruction et différents détails et modalités de tout ce qui concerne aussi bien la reconnaissance mutuelle des évaluations que les différents dispositifs qu'on peut effectuer. Donc il est tout à fait le bienvenu puisque je m'appuie sur son expertise pour appuyer cette réunion. J'ai préparé un document de présentation que je vais vous afficher sur le partage d'écran. Je ne pourrais pas le fournir en tant que tel parce que c'est un document interne que j'ai présenté. En revanche, je vous rassure, et c'est aussi ça l'objectif de mon intervention, c'est que je serai capable de vous aiguiller sur où sont les informations sur le site de la MSA Provence Azur. Et en fin de journée, j'enverrai un mail à Monsieur Morias sur les différents liens les plus importants, c'est-à-dire comment nous contacter, entre autres, et où sont les informations pour vous permettre de vous y retrouver et éventuellement nous contacter si vous avez des questions un peu plus poussées ou plus précises. Donc, vous avez la possibilité de m'interrompre plus ou moins, si je puis me permettre, lors de cette présentation, mais je vous invite quand même plutôt à poser les questions dans le fil de discussion au fur et à mesure et on consacrera un temps dédié, le dernier quart d'heure a priori, sur répondre à un maximum de questions possibles. Donc, je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je commence le partage d'écran pour le document. Alors, euh, pour commencer, alors je rappelle que nous, la MSA Provence-Azur, donc on va gérer 3 départements. Donc ici, on fait un focus sur le département des Bouches-du-Rhône, mais on gère également le Var 83 et les Alpes-Maritimes 06. Il faut bien savoir qu'on a un fonctionnement où même s'il y a quand même une certaine cohésion d'un point de vue l'ensemble des caisses, on est très, je dirais, pas hiérarchisé, mais plutôt comme un peu fédéral, c'est-à-dire que chaque caisse a une grosse autonomie.
Et il faut aussi rappeler que la MSA, en fait, on est ce qu'on appelle le guichet unique. C'est-à-dire que même si là, on va faire un focus sur les aides seniors, en fait, on reste un guichet unique où on va proposer les prestations familiales, les prestations vieillesse, le remboursement maladie, etc., etc. Donc, au sein de ce service, il y a l'action sanitaire et sociale. Nous, l'action sanitaire et sociale, on met à disposition des prestations extra-légales. J'insiste sur la notion d'extra-légal, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de notre part, mais évidemment, on a des budgets alloués à ceci et on va proposer différents dispositifs. Je vous lis ce qu'il y a écrit sur le site et je vous le mettrai après. La MSA participe au développement social des territoires ruraux et à la mise en place avec ses partenaires d'actions et de services répondant aux besoins sanitaires et sociaux des populations vivant en milieu rural. À partir des orientations et les axes communs constitués au niveau central, les MSA adaptent leur propre politique d'ASS et leur contexte local. Ça veut dire qu'en fait, selon les caisses et les autres régions où on peut être situé, ce n'est pas exactement les mêmes dispositifs et les mêmes aides qui vont être proposés, que ce soit aux seniors ou à la santé ou aux jeunes. C'est-à-dire chaque caisse a la possibilité, dans une certaine mesure, de proposer des dispositifs un peu différents. Tout ceci est validé en fonction des budgets qui nous sont alloués et aussi également en fonction de nos administrateurs, parce que ce sont des élus. On a fonctionne un peu comme les mutuelles, un mutualiste, et ce sont eux qui ont le dernier mot sur les décisions. C'est-à-dire que tout ce qu'on propose et tout ce qu'on présente est soumis à leur validation. Alors, au niveau de la politique d'action sanitaire et sociale, en fait, on a essentiellement des actions individuelles, c'est différentes aides qu'on peut donner, et des actions collectives, je reviendrai rapidement là-dessus après. On propose des aides pour les familles, pour les jeunes, pour les personnes qui sont en situation de précarité ou en difficulté sociale, pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées, ce qui est la tenue de cette conférence aujourd'hui. Alors, sur le service action sanitaire et sociale, il y a l'unité administrative, on en a parlé. Donc, on est le service qui va payer, pour dire pratiquement les choses, les différentes aides qu'on met à disposition. Mais ça peut aussi bien aller d'aide à destination des seniors que ça peut aller aussi sur les financements qu'on propose aux crèches ou aux centres aérés. On a également une autre partie du service qui sont sur les travailleurs sociaux. Alors, nos travailleurs sociaux travaillent dans un registre bien spécifique, puisque c'est aussi des conventions par rapport au département selon les périmètres. Et nous, de notre côté, on est sur des travailleurs sociaux qui s'occupent exclusivement, à quelques détails près, mais en gros sur des personnes qui sont salariées en arrêt de travail ou exploitants agricoles en arrêt de travail. Donc, c'est uniquement cette cible. Et on a également le développement social local. Alors là, c'est toute une partie où on finance différents projets via des subventions sur le territoire. Par exemple, alors je n'ai plus la ville en tête, mais je sais que récemment, on a participé au financement d'une maison d'inclusion dans le cas de la ruralité, c'est-à-dire des personnes seniors à la retraite qui n'ont pas les moyens pour vivre en maison de retraite et qui sont isolés de leur famille. Et on a fait une espèce de colocation avec des aides qui se déplacent à ce domicile pour permettre le bien-être et vieillir à ce niveau-là. Globalement, c'était pour avoir une présentation très globale de ce que peut faire la MSA. Pour rentrer un peu plus dans le détail et de ce qui nous concerne, nous, la MSA, en termes de volumétrie par rapport au régime général, on gère finalement un nombre bien plus faible de personnes. En revanche, effectivement, dans la mesure où ça arrive moins souvent et que les gens sont moins à l'aise sur les informations, c'est souvent des situations où on peut avoir des questions, des remarques, on ne sait pas comment s'y prendre, même si nous, pour bien comprendre, les adhérents qu'on va gérer sont forcément soit des adhérents qui sont salariés agricoles ou exploitants agricoles, soit à la retraite, mais qui à un moment ou à un autre ont fait partie du régime agricole. Alors, j'ai laissé la parole à Franck qui va rentrer un peu plus dans le détail au niveau des régimes de la retraite et du RAP, puisque la condition numéro 1 pour pouvoir bénéficier de nos aides, c'est forcément être affilié, être adhérent à la MSA. Je te laisse la parole, Franck, je te remercie. Merci. Donc, la porte d'entrée principale, dans la plupart des aides que nous déployons, c'est la condition de retraité. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier de ces aides, il faut être titulaire d'une retraite MSA à titre principal ou alors relever d'une retraite versée par la MSA dans le cadre de la LURA. Qu'est-ce que la LURA? La LURA, en fait, c'est la liquidation unique des retraites des régimes alignés. Les régimes alignés, maintenant, il n'en reste plus que deux. Hein. C'est la CARSAT, enfin, le régime général, et la MSA. Précédemment, il y avait aussi les indépendants, mais les indépendants étaient absorbés par la CARSAT. Donc, il n'y a plus que deux régimes alignés. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait cotisé très peu en MSA, mais qui finit sa carrière
sur de la MSA, elle peut être validée, elle sera validée comme étant MSA et elle percevra une retraite unique versée par la MSA, mais qui comprendra aussi la retraite CARSAT. C'est le principe, en fait, justement, de cette LURA, c'est-à-dire calculer et verser une retraite unique. Voilà à quoi correspond la première porte, on va dire la porte d'entrée principale. Après, c'est vrai qu'il y a des petites subtilités suivant les prestations que nous déployons. Ça peut être plutôt la partie santé, affiliation santé, mais généralement, c'est surtout ce système-là, c'est-à-dire basé sur l'appartenance à ce système de retraite. Voilà. Je te remercie. Effectivement, c'était important de commencer par ça. Alors, ça peut paraître un peu technique, on ne va pas regarder tous les différents critères parce qu'il y a aussi des gens qui ont travaillé à l'étranger, etc. Mais c'est comme beaucoup de choses, c'est-à-dire que le point d'entrée, c'est forcément être adhérent à la MSA. Donc, pour nos seniors, c'est qu'ils aient leur retraite qui soit versée par la MSA. Franck a parlé de la CARSAT à juste titre. Il me semble que vous avez eu une conférence il y a pas loin, il y a quelques mois peut-être avec Sandrine Ligonnet. En fait, je passe un petit bonjour même s'il n'est pas là. C'est effectivement avec quelqu'un avec qui on travaille, puisque nous à la MSA, on essaye de s'aligner au maximum sur les différentes aides qui peuvent exister entre la CARSAT et la MSA. Donc, on a aussi des partenariats et des conventions à signer. Donc, effectivement, il y a quand même une directrice commune à tout ceci. Alors, pour continuer, avant d'aller plus loin, je vais vous mettre le site internet de la MSA. Alors, il faut bien écrire MSA Provence-Azur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous enverrai un mail par la suite qui mettra les liens essentiels. Donc là, c'est la page de présentation. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'il peut y avoir, puisque comme on l'a vu, il peut y avoir des choses pour les jeunes, pour les seniors, pour la santé, pour la jeunesse, puisqu'on peut aussi bien faire de l'aide au permis, rembourser une partie des vacances, etc. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être cette rubrique. Comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs choses. Et sur la partie la MSA avec les seniors, alors je ne le lis pas parce qu'on va le reprendre après dans le document de présentation, mais ça reprend les aides phares qu'on va mettre à disposition des seniors. Donc ça va être l'aide à domicile, la téléassistance et l'aide au portage repas, qui sont en plus de l'aide suite retour aux hospitalisations, grosso modo, les aides qu'on va proposer dans 80 à 90% des cas. Il y a aussi certaines aides qu'on propose, mais qui sont peu sollicitées ou pas utilisées. Donc, c'est soit par une méconnaissance, soit parce que les habitudes des gens changent, etc., etc. Donc, en fait, sur le site, vous voyez, il y a quand même déjà beaucoup de choses. On reviendra dessus. Vous remarquerez que sur la droite, vous avez toutes les aides, les formulaires pour demander ces aides. Il y a certaines aides qui sont à disposition des adhérents où il y a juste besoin de remplir le formulaire, ensuite c'est étudié de notre côté. Et il y a d'autres aides qu'on verra beaucoup moins qui sont soumises à un accompagnement avec un travailleur social. Donc c'est le travailleur social qui va remplir l'enquête. Comme j'ai dit, c'est un peu plus spécifique puisque se focalise essentiellement sur des personnes qui sont en arrêt de travail. Alors, notre Bible, si je puis me permettre, c'est le règlement des aides financières. Je vais vous montrer le document, mais nous n'allons pas le lire pour différentes raisons. C'est qu'il est en cours de refonte parce qu'il n'est pas très digeste sur la formulation. Il y a beaucoup d'informations, mais ce qui est important à retenir, c'est que dans ce document qui est à disposition sur le site Internet, vous avez toutes les informations qui concernent les aides. Donc ça, c'est l'ensemble des aides qu'on propose à date. Il y a y compris les aides seniors. Et juste pour vous montrer un aperçu, c'est aussi pour ça que sur cette présentation, on ne va pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a énormément de choses. Il y a la description de l'aide, le public, les conditions d'attribution. Et vous pouvez voir que selon les aides, ça peut être soumis à un quotient familial, qui va donner un montant différent selon le nombre de personnes. Et il y a énormément d'informations. Ce qui est important à retenir, c'est que toutes les informations techniques et qui font foi sont forcément dans ce règlement des aides financières, puisque nous, c'est clairement le cadre de référence sur lequel on travaille et on doit rester dedans tout simplement. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important à savoir. Je vous communiquerai le lien, effectivement, comme je l'ai dit, sur aussi bien le site Internet que le reste. Je retourne sur cette présentation. Donc nous, on effectue des aides individuelles. En tout cas, là, on va faire un focus dessus concernant les seniors. Alors, comme je l'ai dit au tout début, en fait, toutes ces aides sont soumises, comme l'a dit M. Voignier, Franck,
Déjà, il faut être affilié à avoir sa retraite côté MSA pour les seniors, mais c'est également soumis à notre budget et c'est également soumis à la validation des administrateurs. Alors, je vous rassure, on n'est pas dans une dynamique où il n'y a plus d'argent, on arrête de proposer, puisqu'effectivement, c'est notamment mon rôle, c'est de piloter l'enveloppe budgétaire et de s'assurer que ça réponde aux besoins de la population et qu'on reste dans le cadre des enveloppes qu'on ne doit pas dépasser. Là, je vous présente les aides essentielles. Alors, je fais quand même un petit focus. On ne va pas regarder toutes les aides. Il peut y en avoir d'autres. Tout est dans le règlement des aides financières. C'est comme les conditions d'attribution qu'on a sur la droite. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive, puisqu'il peut y avoir des petites différences selon les aides. Donc, ce document sert surtout à vous présenter les aides phares et simplifier au maximum ce qu'on met à disposition. Donc, sur les seniors, qu'est-ce qu'on va voir? L'essentiel, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On a essentiellement, c'est ce qui est vraiment le plus utilisé, c'est l'aide à domicile personnes âgées, l'aide à la téléassistance et le portage de repas. C'est vraiment ce qui est à destination phare pour ces seniors, puisque c'est ce qui répond à leurs besoins. On propose également une aide qui est l'aide à domicile après hospitalisation. On a également une aide aux aidants. On décrira toutes ces petites aides après. On a une aide au maintien du lien social. On a le Prado personnes âgées. On a l'aide aux soins palliatifs et le séjour aidant aidé. Et grosso modo, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être affilié à MSA sur la retraite, relever des GIR 5 ou 6, mais je pense que sur le public qu'on a ici, vous avez l'habitude. Il faut bien comprendre que GIR 1, 2, 3, 4, c'est le département qui gère. 5 et 6, c'est la MSA qui va gérer. Et certaines aides sont soumises à conditions de ressources. Donc ça, c'était pour la présentation. On va rentrer un petit peu dans le détail. Je vais... Avant de rentrer dans le détail, excusez-moi, je vous coupe parce qu'il y a une petite question. À votre connaissance, ces aides sont-elles aussi pour la MSA Alpes-Vaucluse? Alors, c'est ce que je disais, Alpes-Vaucluse, je les connais très bien, mais en fait, c'est pas la même MSA. Donc, on n'a pas exactement les mêmes dispositifs, mais ils se ressemblent beaucoup, hein. En revanche, ce qui est important à retenir, c'est que quelqu'un qui est adhérent à la MSA Alpes-Vaucluse, il faut qu'il adresse sa demande à la MSA Alpes-Vaucluse. S'il l'adresse à nous, on va la transférer à Alpes-Vaucluse, hein, en gros. Donc oui, Bien. nous, on est sur 13 06 83. Je retourne là-dessus. Franck, je te laisse faire la présentation. Oui. Alors, donc on va commencer par l'aide à domicile pour les personnes âgées. Donc cette aide à domicile, c'est un financement qui n'est pas complet. Donc nous allons sur les barèmes en fait de la CNAV pour pouvoir financer une partie de l'aide à domicile de façon à favoriser l'autonomie des personnes âgées. Donc toujours, on est toujours sur des critères GIR 5 et 6, donc toujours dans l'extra-légal, sachant qu'on peut déployer une aide de 20 heures par mois, maximum pour un couple. Donc ça, c'est pour l'aide à domicile. Ensuite, pour la téléassistance, je ne rentre pas forcément dans le détail technique, mais pour vous donner une idée, donc la téléassistance, nous avons un seul organisme conventionné avec lequel donc, nous avons déployé cette aide à l'heure actuelle et cette aide varie jusqu'à maximum 20 € de participation par mois. Alors tout ceci, évidemment, c'est sur ressources de la personne, hein. Pareil, tiens, je pense à une chose, je reviens sur l'aide à domicile des personnes âgées. On ne va pas exclure forcément une personne qui aurait de gros revenus. On va la positionner sur la dernière tranche de notre barème, c'est-à-dire une participation de 6,78 € de l'heure, mais on ne va pas l'écarter. Par contre, une personne effectivement qui aurait des ressources inférieures, là, on est obligé de céder la main aux prestations légales, et c'est-à-dire faire basculer la personne à l'aide sociale. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, nous étions sur la téléassistance. Donc, un seul organisme pour l'instant qui est conventionné avec la MSA, c'est Présence Verte. Et l'aide au maximum peut être de 20 €. C'est un abonnement de 20 € par mois, par mois. Ensuite, pour le portage senior, donc là, toujours pareil, on est toujours sur les mêmes critères de GIR, hein. Ça ne changera pas tout au long de notre progression, sauf sur une prestation, une seule. Le portage de repas, donc, il est plafonné toujours sur les ressources de nos adhérents à maximum 300 €. C'est un forfait annuel.
Donc, minimum 100 € de participation de la MSA, maximum 300 €. Il n'y a pas d'organisme là qui est conventionné. On ne conventionne pas avec les organismes pour cette prestation-là, dans la mesure où on va la payer directement à l'adhérent sur présentation d'une facture acquittée. Ensuite, pour l'aide à domicile après hospitalisation, donc l'ADH, nous avons signé donc une convention avec la CARSAT de façon à pouvoir déployer une aide qui est, on va dire, interrégime. Alors, elle n'est pas similaire à 100%, il faut faire attention, mais dans les grandes lignes, oui, c'est-à-dire qu'on a nos 54 heures maximum, on a nos 3 mois maximum, ce n'est pas une aide pérenne, il faut y penser. Donc, mais ça peut aider une personne donc, qui sort d'une hospitalisation et qui n'est pas en état de reprendre, on va dire, la vie quotidienne. L'aide, ensuite, on va passer à l'aide aux aidants. L'aide aux aidants, voilà. L'aide aux aidants, donc, c'est pour aider des personnes qui assurent, on va dire, le quotidien d'aider une tierce personne. C'est pour pour éviter les risques d'épuisement, en fait, et leur faciliter un peu la tâche. Par contre, là, pour le public qui va être pour le public qui va être sélectionné pour ce type d'aide, pour les dents, on peut prendre en charge des retraités qui sont titulaires d'une retraite à la MSA ou dans le cadre de la LURA, comme on a vu. Et pour les non-retraités, il faut que la personne ait ses droits ouverts en droit maladie. Donc ça, c'est une aide. Et alors, c'est là où, comme je vous ai dit, on prend les GIR 5 à 6, sauf pour cette aide-là. Pour cette aide-là, la personne qui est aidée, elle doit avoir plus de 70 ans et elle doit relever justement du GIR 1 à 4. Après, elle peut relever ou non de la MSA. Par contre, il faut que la personne, donc l'aidant, lui relève de la compétence de la MSA. C'est très particulier. Donc, je résume. L'aidant, il doit relever de la MSA, il doit être affilié à la MSA, et l'aidé n'est pas forcément prestataire de la MSA. Il peut relever de la CARSAT. Mais dans tous les cas, il faut que l'aidant, lui, soit affilié à la MSA. Et donc ici, c'est soumis à un quotient familial, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser les 1 000 €, et c'est l'aidant, hein, on calcule sur le quotient familial de l'aidant et pas de l'aidé, donc il ne faut pas dépasser 1 000 € de coefficient. Donc on offre une aide de 200 € maximum par an, de façon à pouvoir déployer une solution, on va dire, de répit pour l'aidant, soit de garde à domicile, accueil de jour, etc. Et sur présentation des factures, on va verser cette aide. Ensuite, nous avons donc l'aide au maintien du lien social. Celle-ci, c'est pour les personnes généralement isolées. Donc là, on revient sur des critères classiques, hein, c'est-à-dire GIR 5 à 6, retraités du régime agricole ou l'URA. Et on va donc déployer une aide qui est maximum de 200 € par an, toujours par an, de façon à ce que la personne puisse s'inscrire on va financer un abonnement à un club ou à des associations. Voilà, c'est pour maintenir le lien social. Le Prado, lui, Prado personnes âgées, c'est pour des personnes de plus de 75 ans. Alors, c'est similaire à une ADH, sauf qu'il y a un suivi médical. Donc, lui, le suivi médical qui va être déployé, c'est la partie santé, c'est la partie santé qui gère pour le suivi. Sachant que pour un Prado, ce sont des critères spécifiques au niveau des pathologies. C'est-à-dire qu'il y a différentes pathologies, il y en a 8, et c'est sur orientation de l'assistante sociale
de l'établissement dans lequel la personne est hospitalisée. Si elle juge que ça rentre dans les critères du Prado, elle adresse donc sur les mêmes formulaires interrégimes que l'ADH, elle adresse une demande Prado personne âgée. Et ça suit un traitement spécifique, comme je vous l'ai dit, au niveau du suivi. Parce qu'il y a deux suivis. Il y a le suivi, on va dire, géré par nous-mêmes, l'action sociale, donc c'est-à-dire le déploiement d'une aide financière pour l'aide à domicile, mais aussi il y a le suivi médical qui lui est géré après par le service santé. Voilà pour les grandes lignes donc de ces aides. Alors, si tu veux, moi, je vais prendre le relais sur deux autres aides qui sont présentes. L'aide aux soins Ju- ju- palliatifs, oui, bien Juste, je sûr. me permets, parce que du coup, ça J'ai pas reprend. accès, j'ai pas accès aux conversations pour l'instant. C'est pour ça que je me permets de vous couper, excusez-moi. Et ça concerne le Prado. Il y a une question, alors je la lis. Le Prado MSA est-il, comme celui de la CARSAT, une prescription médicale? Alors, c'est le même formulaire qui est à disposition pour les deux, mais Il n'y a pour. pas, il y a Vas-y, je pas te de laisse répondre, Franck. Voilà, excuse-moi. Il n'y a pas de prescription médicale, ça se déclenche par le formulaire interrégime, c'est-à-dire l'ADH. Si vous regardez un document d'ADH, on va dire sur la deuxième page, vous verrez qu'il y a deux cases. Il y a une case dans le cadre de l'ADH classique, il y a une case à cocher dans le cadre de l'ADH, mais dans le cadre, pardon, du Prado personne âgée. On va le présenter après, le Merci. formulaire. Hmm. Et alors je complète, je me permets de compléter, je me fais porte-parole, mais il doit être rempli par un médecin. Non, Alors est-ce que ça doit être rempli par un médecin? non, non. Alors, c'est pas exactement ça. Non, non, puisque c'est déclenché, comme je l'ai dit, par une assistante sociale de l'établissement dans lequel est hospitalisée la personne. Après, effectivement, il y a un accompagnement médical et il y a un médecin qui suit. Mais ça, c'est la partie santé et ça ne nous concerne pas. D'accord, merci. Alors, du coup, je vais en profiter, on va y aller directement parce que c'est souvent les questions, parce que c'est un des formulaires. Hop. Alors, pareil, hein, il est à disposition sur le site internet qui va déclencher aussi bien l'aide à domicile que ce qu'on vient de voir sur l'aide après retour hospitalisation. Donc, c'est le même formulaire, hein, c'est un formulaire SERPA qui est à disposition auprès des hôpitaux, des établissements de santé ou sur notre site internet. On ne va pas revenir sur tous les détails techniques. Ce qu'on peut constater, c'est que toutes les informations sont là, aussi bien sur le côté accompagnement à domicile des personnes âgées pour les caisses de retraite. Et quand on regarde dans le détail, ça reprend un peu les éléments. Il y a une partie administrative et il y a une partie qui doit être remplie par l'établissement de santé. Remplie par l'établissement de santé, c'est parfois une assistante sociale, parfois quelqu'un du service médical en lui-même. On n'a pas toujours la visibilité dessus. En tout cas, nous, on peut intervenir uniquement à réception de ce formulaire qui, au final, ne peut pas être rempli par uniquement l'adhérent, hein, puisque de toute façon, il y a cette partie qui doit être complétée par l'établissement. Excuse-moi, Emmanuel, si Vas-y, tu je me t'en prie. permets. Ouais. Ce CERFA, en fait, il est commun à trois organismes, on va dire. Il est commun à la MSA, à la CARSAT, mais aussi il est commun au département. Pourquoi? Parce qu'avec ce document, est-ce que tu peux revenir sur la section 4, s'il te plaît? Euh, voilà, bouge pas. Ouais. Donc ici, en fonction de ce que la personne, parce que là, c'est la partie que remplit, on va dire, l'adhérent. Donc sur cette partie-là, si vous regardez bien, dans la zone 4, il y a 4 questions où on peut répondre par oui ou par non. En fonction de ce qui est coché, ça va orienter le dossier soit à l'organisme, donc pour les prestations extralégales, donc soit la MSA ou la CARSAT, soit directement à l'APA pour une intervention du conseil départemental, donc sur l'aide légale. Donc c'est important. D'où le fait qu'en bas du document, vous ayez un certificat médical à faire remplir par un médecin. Il est à faire remplir par un médecin uniquement dans le cadre d'un dossier APA. C'est-à-dire, comme vous le voyez, c'est marqué, si la réponse est non 2 fois ou plus, c'est direction le conseil départemental. Donc, si c'est direction le conseil départemental, il faut faire remplir le certificat médical qui se trouve au bas du document. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si on a que, allez, on va dire un non, à ce moment-là, c'est orienté CARSAT ou MSA et il n'y a pas besoin de remplir le certificat médical.
Le document est assez bien fait parce qu'en le suivant, on s'aperçoit que si on a fait ceci, on doit faire cela, etc., etc. C'est bien noté. Donc, rappelez-vous surtout ça, qui est important, c'est la zone 4, en fonction du nombre de noms, c'est une orientation auprès de l'APA. Je te laisse la main, Emmanuel. Oui, ça reprend un peu ce qu'on disait sur la notion des GIR, hein. Le département prend en charge 1, 2, 3, 4 et la CARSAT et la MSA vont prendre en charge 5 et 6. Donc C'est derrière ça. ces questions, ça reprend ce principe, hein, de toute façon. Je retourne sur... alors, je voulais vous montrer, excusez-moi, je reviens un peu sur des sujets qu'on a vus tout à l'heure. C'était simplement pour appuyer ce qu'on peut avoir, parce qu'il pourrait y avoir des questions sur la participation, les barèmes, quand on prend l'aide à domicile au niveau des personnes âgées. Comme vous voyez, par exemple, c'est en fait personne seule, ménage, combien le retraité va payer, combien nous, on va prendre en charge, c'est en fonction des ressources. Et si on va plus loin, dans les pièces justificatives, on va demander le dernier avis d'imposition des membres du foyer. C'est juste pour donner un exemple parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de nos aides puisqu'on n'aura pas le même montant alloué ou la même participation en fonction des ressources. Ça se manifeste soit sous forme de barème, soit sous forme de quotient familial. Je retourne sur mon doc. Hop. Alors, je reprends ces deux dernières aides qui sont un peu spécifiques. Alors, l'aide aux soins palliatifs, en fait, ce n'est pas une aide qui est uniquement à destination des personnes à retraite, puisque ça porte son nom. C'est une aide sur laquelle on n'a pas de conditions de ressources. En fait, on a fait un choix, hein, parce que ça ne concerne pas énormément de personnes, mais bon, pour dire les choses, on est quand même souvent sur des personnes qui sont en fin de vie, et très souvent, ce sont des personnes qui sont âgées. Mais effectivement, on est capable de prendre en charge le maintien à domicile de la personne à travers de l'aide à domicile pour lui permettre d'accompagner cette personne dans le cadre de son parcours aide aux soins palliatifs qui aboutit souvent à une fin de vie. Là, on est sur du personnel qui est spécifique, donc on est commencé avec peu de structures parce qu'il faut avoir un certain personnel qui est qualifié, mais pour nous, c'est une aide qui est utilisée 2, 3 fois dans l'année, mais c'est important de l'avoir parce qu'il faut que la MSA soit présente sur ce type de moment. On fournit également une aide qui est un peu différente, on appelle les séjours aidants aidés. Ça reprend un peu la fiche C5 aide aux aidants, mais c'est pas exactement la même chose. Il faut savoir que sur les aidants aidés, c'est pareil, c'est pas toujours des personnes qui sont âgées, mais c'est très souvent le cas en termes de volumétrie. Et avec le temps, on s'aperçoit souvent que finalement, l'aidant souffre psychologiquement en termes de fatigue, d'accompagnement, parfois beaucoup plus que la personne qui est aidée. Et effectivement, dans nos dispositifs, on a un séjour d'une semaine avec un partenaire, Milléade pour le citer, où on va être capable de payer intégralement le séjour et à l'aidant et à l'aider pour permettre de souffler un coup dans un contexte hors que le domicile. Après, il y a quand même certaines contraintes qu'il faut dire, hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi que ce soit des personnes qui peuvent se déplacer, qui ne sont pas forcément alitées à leur domicile, etc. Mais c'est également le genre de dispositif sur lequel on a cœur d'être présent et qu'on arrive à remplir quand même. En moyenne, on a 7 couples, donc ça fait 14 personnes du coup. Enfin, pas quand je dis couple, hein, c'est l'aidant et l'aidé, hein. C'est parfois le mari et la femme, mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Donc voilà sur le type d'aide qu'on propose. Donc comme je le disais au début, cette liste n'est pas exhaustive. Par habitude, et n'hésite pas à m'interrompre, Franck, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le séjour aidant aidé, on le remplit. L'aide aux soins palliatifs, ça sert quand il y en a besoin. Prado personnes âgées, c'est quelque chose qu'on a régulièrement. L'aide au maintien du lien social, c'est très peu sollicité, voire quasiment jamais. Pareil pour l'aide aux aidants. En revanche, chez un C2, C3, C4, ainsi que la C7, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne l'aide à domicile, le portage repas, la téléassistance et tout ce qui peut se passer au niveau de l'aide à domicile après une hospitalisation sont vraiment les, les- les prestations qu'on propose et qu'on finance de manière les plus poussées au niveau de l'unité administrative et de la MSA Provence-Azur. Une précision que je voulais apporter, Emmanuel. C'est pour l'aide aux soins palliatifs et au séjour aidant aidé, il n'y a pas de condition de ressources là, hein. Oui, je l'avais dit pour l'aide. Oui, pour les deux, il n'y a pas de Voilà, condition de ressources, je c'est confirme. important, voilà. Ouais. C'est aussi une volonté politique, hein, comme on l'a dit, c'est aussi les administrateurs qui valident tous ces dispositifs. Sont soit des anciens salariés agricoles, soit des exploitants agricoles. Donc c'est pareil en termes de positionnement. On reste un service social également. C'est important d'être présent sur ce type de moment.
Deux petites questions par rapport à ces dernières choses. Est-ce que c'est possible, dans un premier temps, de rappeler le nom du prestataire du séjour aidant aidé, s'il vous plaît? Et la deuxième question, quels sont les prestataires conventionnés soins palliatifs et y a-t-il un formulaire? Alors en fait, le formulaire, c'est le même qu'on a vu tout à l'heure, c'est directement l'hôpital qui le remplit. On en a un dans le 13, mais je connais pas le nom. Je sais pas si tu l'as, toi, Franck. Pour le pour quel type de prestation, pardon? Soins Soins palliatifs, palliatifs. parce qu'il faut, tu sais, il faut que ça Pour les soit. soins palliatifs, ben, c'est notre enquête classique. L'imprimé d'enquête, en fait, sur le déroulé, il y a les soins palliatifs aussi. Et le nom du prestataire avec lequel on travaille, je le connais pas. Sur Sur les soins Milléade? palliatifs. Non, non, Là, sur les pour le coup, soins c'est l'aide pour à les vacances. domicile. Non, Sur là, Sur les le pour le, soins. pour le coup, c'était le nom du prestataire, parce qu'elle arrive à ce moment-là, sur le séjour aidant aidé. Vous avez dit le nom, mais Milléade. Non, Milléade. Milad, c'est le séjour. Attendez, je vais vous montrer. Milad, c'est le prestataire Aidant de aidé. village vacances. Par contre, l'établissement avec lequel on travaille pour faire l'aide à domicile, qui a la capacité à accompagner les gens en soins palliatifs, je ne connais plus le nom de l'organisme avec lequel on est En fait, conventionné. il y en a plusieurs. C'est-à-dire que pas tous sont habilités parce qu'il faut du personnel. Qualifié. Voilà, c'est cela. Donc après, ce sont des prestataires dont on peut vous fournir la liste, sauf que pour l'instant, justement, on est en train d'essayer de les recenser de façon à faire apparaître sur la liste plus clairement ceux qui interviennent au niveau des soins palliatifs. Parce que pas tous les prestataires qui sont conventionnés, parce que là aussi c'est un prestataire conventionné qu'on utilise, pas tous les prestataires conventionnés ne peuvent déployer ce dispositif dans la mesure où il faut un personnel qualifié. Et là, on est en train de reprendre notre liste que nous avons justement pour pouvoir bien faire apparaître quels sont les prestataires qui sont habilités à délivrer ce type d'aide. Alors, pour le séjour en lui-même, là, sur le partenaire, je vais vous montrer la maquette qu'on a présentée pour le séjour de l'année dernière, qui était, enfin, bon, qui est encore assez récent, mais c'était celui du 15 au 19 septembre, c'est 5 jours, 4 nuits. Il faut savoir que on travaille également avec, alors c'est pas la MSA, mais c'est nos partenaires qui sont MSA Service qui vont gérer l'accompagnement, puisqu'il faut aussi du personnel qualifié sur ce type d'accompagnement. Et voici le type de dépliant qu'on met à disposition une fois que c'est validé. Pour cette année 2026, on est encore en début d'année. Les enveloppes budgétaires, un peu comme avec le régime général, on est en pleine négociation avec le gouvernement. Je pense que vous connaissez un peu le contexte politique qui est quand même un petit peu particulier en ce moment. Donc, je vous rassure, on a bien des budgets alloués, mais on n'a pas encore la visibilité exacte sur les montants et les lignes directrices qui nous seront données. Donc, les séjours qui concernent le aidant aidé et d'autres types de séjours sur lesquels on peut planifier sur l'année 2026 sont toujours en cours, sont entre parenthèses, hein, le temps d'acter. On a déjà des dates, mais on a besoin de patienter un peu plus et d'avoir plus de visibilité sur la négociation entre la MSA et le gouvernement. Mais ça vous donne déjà une idée sur ce qui peut être présenté. C'est pas mal, ce type de séjour. On a toujours eu des bons retours. Alors, pour continuer, ça reprend la notion des GIR, hein. Donc, nous, on intervient sur l'extralégal le 5 et le 6. Le sujet est de vous exposer comment on peut évaluer l'autonomie d'un senior à notre niveau. Alors, il faut savoir que je vais surtout faire un focus sur le 13, mais pour que vous compreniez bien, selon les départements, ça ne fonctionne pas exactement de la même façon. Il peut y avoir aussi parfois des enjeux politiques dans certains endroits, voire certaines villes. C'est quelque chose qui a été demandé par le gouvernement, qui est la reconnaissance mutuelle des évaluations, qui fonctionne relativement bien dans le 13 et qui peut parfois mettre du temps dans d'autres départements, puisqu'il faut que tout le monde soit raccord. L'idée, c'est de se dire que le département, la CARSAT et la MSA sont d'accord, c'est-à-dire que chacun reconnaît l'évaluation de l'autre, je le fais de manière très grossière, et comment on fonctionne. Parfois, c'est des médecins dans certains départements, parfois, c'est des appels téléphoniques, plutôt côté CARSAT. Et nous, il faut savoir qu'on travaille avec Azure Expert Service. Donc, en fait, ce sont trois filles, Céline, Fiona et Léa, qui sont des assistantes sociales, qui vont se déplacer au domicile de la personne âgée pour évaluer l'autonomie et pour récupérer aussi un maximum de documents pour pouvoir lancer l'aide à domicile. Voilà, c'est aussi ce qui va déterminer les GIR. Et effectivement, si la personne est 1, 2, 3 ou 4, ben, ça va partir au département. Si c'est 5 ou 6, ça va de notre côté. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses de ton côté, Franck, à ce niveau-là. Mais ce sont... Oui, Ouais. oui, oui. Excuse-moi. Donc aujourd'hui, on a signé avec 2 départements une convention justement pour la reconnaissance mutuelle des évaluations.
avec le premier, historiquement, ça a été le Var, ensuite avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et depuis de nombreuses années, on essaie de signer une convention, et la CARSAT a les mêmes difficultés, avec les Alpes-Maritimes. Alors, comme l'a dit Emmanuel, c'est pas une option, c'est une législation, c'est une loi qui a été votée par le Sénat concernant une reconnaissance mutuelle des évaluations. Donc, pourquoi le département 06, on va dire, excusez-moi l'expression, mais traîne des pieds, je ne sais pas. Mais ce qu'il en est, c'est qu'aujourd'hui, nous avons donc des reconnaissances mutuelles qui fonctionnent entre le Var ainsi que les Bouches-du-Rhône. Après, effectivement, c'est à affiner, hein, puisque le plus récent, c'est le département des Bouches-du-Rhône, mais ça fonctionne pour l'instant très bien. Voilà. Ça a été étendu au Pays Salonnais là, très récemment. Il faut savoir qu'il y a des rencontres régulières entre les différents évaluateurs, hein, quelles que soient les structures, un département, CARSAT et MSA, pour justement qu'ils soient raccords. C'est quelque chose qui fonctionne relativement bien dans le 13, mais ce sont aussi des points où il y a besoin d'avoir des ajustements au fur et à mesure. Ouais. Alors ça, je vous enverrai les informations. Il faut savoir que donc l'unité administrative, c'est notre service au sein de l'action sanitaire et sociale. On est joignable via ce numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone, il peut être contacté soit par des travailleurs sociaux, soit par des adhérents, soit par différentes structures, un centre hospitalier, une crèche. On est ouvert sur la matinée, c'est 8h30 midi. Et on a une adresse mail qui est la suivante. Par contre, cette adresse mail, je pourrais vous la communiquer, mais à la destination uniquement de nos partenaires. C'est pour éviter aussi qu'on ait des associations en direct, parce qu'on permet déjà à nos adhérents, via leur espace privé, leur espace tiers, de faire toutes les démarches. Il s'avère forcément que pour la population senior, ce sont aussi souvent des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise au niveau de l'informatique ou qui ne souhaitent pas leur espace tiers. C'est pour ça qu'on a une attention particulière à garder ce standard téléphonique pour justement être capable de répondre aux différentes demandes. Il y a ce lien que vous voyez là, qui est le lien où il y a tous les formulaires, aussi bien celui par l'hôpital pour remplir la partie sur l'aide à domicile, ou celui pour les jeunes qui veulent une participation au permis de conduire, ou le séjour aidant aidé, etc. Je vous fournirai le lien. Et le fameux lien du règlement des aides financières, de l'action sanitaire et sociale, qui permet de définir le cadre réglementaire, hein, sur les pièces justificatives, les montants qu'on accorde, et qui fixe un peu notre mode de fonctionnement. Sans l'avoir fait exprès, je pense qu'on est sur un timing presque parfait parce que je vois qu'il est 45. Nickel. Hop, je reste à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce temps, pour cette présentation. Pour celles et ceux qui ont des questions, je vous invite donc à les formuler donc, dans la partie conversation. Et là, je vois qu'il y en a une qui vient d'arriver. Pouvez-vous me confirmer que l'aide au maintien du lien social est de 200 € par an maximum et qu'elle est renouvelable d'une année sur l'autre? Alors oui, c'est renouvelable d'une année sur l'autre, toujours, parce qu'en général, on a un fonctionnement qui est annuel. Mhm. Et je vous réponds, puisque même moi, je n'ai pas l'information sur tout. Donc, je vais dans le fameux règlement des aides financières, et de mémoire, c'est bien ça, hein. Oui. Plafonné à 200 € maximum sous réserve des factures. Voilà. Donc, on peut avoir un montant plus important, mais on remboursera que 200 €. Si le montant est moins important, bah, on remboursera moins avec le montant qui apparaît sur la facture. Ça marche. Et donc tout ça, enfin, les factures peuvent transiter via l'espace personnel de la personne sur le Oui, site de la MSA. On peut le faire oui. passer comme ça. Super. En fait, il y a soit cette partie-là, soit le mieux, c'est quand même d'aller sur son espace adhérent. Alors parfois, Mm. pour les seniors, c'est souvent l'entourage proche qui permet d'accompagner la personne ou de faire les démarches, hein. C'est ce qu'on constate régulièrement. Par rapport donc à l'ADH, c'est le même délai qu'au niveau de la CARSAT, c'est sur 15 jours, c'est ça? Avant c'était 2 jours, mais maintenant c'est 15, on est d'accord aussi. Oui, Oui. oui, oui. Super. 15 maximum, mais généralement, c'est traité beaucoup plus rapidement. Il faut, Oui, faut savoir qu'avec Sandrine Ligonnet et Catherine Duvivier, qui est la responsable de l'ASS, Action sanitaire sociale côté Alpes-Vaucluse, sur le dernier trimestre de l'année 2025, on a travaillé là-dessus, tous les trois, justement pour être capable de s'aligner sur notre mode de fonctionnement. Donc, comme l'a très bien exprimé Franck, 80% des aides sont exactement les mêmes que la CARSAT, notamment l'aide à domicile. On s'est aligné pour avoir les mêmes délais,
le même nombre d'heures Hmm. et le même type de fonctionnement. Le reste, ce sont juste des modalités qui peuvent changer. Par exemple, sur la carte SAT, il n'y a pas comme nous le barème qui apparaît, toutes les conditions. Eux, de mémoire, il faut remplir les données sur leur site internet et c'est quelque chose qui va calculer automatiquement derrière la participation et la prise en charge. Mais sur les prestations et les propositions, on est très similaires. Ok, super, merci. Il est temps encore pour quelques questions avant de passer sur l'enquête WooClap, donc prenez votre téléphone à côté s'il vous plaît, mais on peut prendre encore quelques secondes. J'avais une question qui sort peut-être du coup, mais vu que ça nous est arrivé dans nos services il y a quelques jours, ça sort peut-être de votre cadre d'intervention, parce que c'est par rapport à une situation où il y a eu une difficulté de mise en place du plan d'aide. C'est-à-dire que la personne a épuisé différents services d'aide à domicile. En l'occurrence, c'est pas avec la MSA, donc je vous la pose à vous, mais est-ce que par rapport à des situations problématiques, on va dire, dans la mise en place du plan d'aide, est-ce qu'il y a un levier qu'on pourrait activer via la MSA? Je ne sais pas moi, via donc vous avez parlé donc de l'organisme d'évaluation. Est-ce qu'il est possible Alors de penser à quelque chose oui, pour rentrer en contact avec les personnes? Parce que là, on est avec une personne qui a épuisé donc 5-6 services d'aide à domicile, qui a besoin d'aide parce qu'elle a un plan d'aide qui est assez conséquent, mais on a des difficultés. Est-ce qu'il y a un service peut-être là-dessus à la MSA où vous êtes juste financeur et... alors on n'est pas que financeur, hein, c'est qu'on est financeur, on soumet nos décisions aux administrateurs, enfin, et on reste un service social, hein. Mhm, Pour répondre à cette question, en fait, oui, le point d'entrée sera une unité administrative ou dans mhm, certains cas, le travailleur social si ce n'est pas un senior. C'est comme beaucoup de choses, c'est qu'on gère de l'humain. mhm. On a beau mettre en place un règlement des aides financières, il y a toujours des situations qui sont un peu atypiques et qui ne rentrent pas dans ce cadre. Pour reprendre un peu les éléments que j'ai pu donner, tout peut s'étudier. C'est ce qu'on appelle le cadre dérogatoire. Ça passe en l'occurrence par l'unité administrative ou le travailleur social et on va le soumettre à nos administrateurs. Et on a une commission, quand il y en a environ 6 ou 7 dans l'année. Alors, s'il y a une urgence, on est capable de faire différemment. Je ne vais pas rentrer dans toutes les modalités de traitement, mais effectivement, on peut soumettre ça à nos présidents, donc les présidents des administrateurs, qui, en fonction de la situation que leur expose, peuvent valider ce côté dérogatoire pour qu'il y ait plus d'heures. Par exemple, vous donnez un bon exemple, hein, il y a des gens, ils ont épuisé leurs heures, ils ont besoin de plus d'heures. Donc voilà, c'est parfaitement ce type de cas et c'est effectivement des choses qu'on fait. Pour donner un autre exemple qui n'est pas forcément de la partie senior, on a une aide santé qui propose un remplacement santé. C'est plus pour les exploitants agricoles qui ont besoin de quelqu'un pour aller sur leur exploitation pour les remplacer parce qu'ils sont malades. On propose 30 jours au cours d'une carrière, d'une vie. Bon, parfois, ça ne peut ne pas suffire et ça passe par un accord dérogatoire. C'est juste pour donner un exemple voilà. Sauf que là, en plus de la partie administrative, étude du dossier, etc., on passera par soumettre le dossier à une commission auprès de nos présidents et des administrateurs. Ok, super, merci. Merci, merci. Effectivement, ça se rejoignait. Après, là, il y a aussi des difficultés relationnelles, mais effectivement, on voit qu'il y a cette commission, puis il y a ce que vous avez exposé, puis après les petits ajustements en fonction de la situation, parce qu'effectivement, c'est de l'humain et qu'il faut s'adapter effectivement à tout ça. Une autre question, comment pouvons-nous obtenir les prises en charge concernant les aides financières, aides à domicile sur le site? Alors peut-être montrer. Je ne suis pas sûr de comprendre quand vous dites sur le site, Madame Mariani. Si c'est plus simple, vous pouvez réactiver votre micro, hein. Là, si on est sur un... Oui, bonjour. 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 Euh, En fait, on a des personnes accompagnées qui reçoivent les prises en charge dans le cadre de l'aide financière et à domicile. Et nous, en tant que service accompagnant, on ne reçoit pas de copie. Donc, on suppose que sur la plateforme, on doit pouvoir aller récupérer les prises en charge. Oui, absolument. En fait, Le plan d'aide, en fait. oui, Ah, le oui, plan, tout à ouais, fait. ok. Dès qu'il y a une notification, la notification est en 2 exemplaires. Une part à l'assuré et l'autre part au prestataire qui prend en charge de la prestation. Sauf que tout dépend si c'est le siège, sous quelle forme et la structure. Parce que nous, on va prendre qu'une seule adresse en considération et il n'y aura qu'un seul accès Internet qui sera dédié à la structure. Et c'est là que va être adressé le double de toutes ces prises en charge. Oui, sur la plateforme. C'est ça, sur l'espace privé du prestataire. D'accord. OK. Donc, il faut. Ok. OK. Après,
C'est un secteur que tout le monde connaît, hein, mais c'est vrai que le service de l'aide à domicile, donc je parle des différentes petites structures, associations ou autres qui font de l'aide à domicile, c'est un secteur qui n'est pas évident, où il y a toujours du personnel qui est en cours de recrutement. Il y a souvent des agglomérats de petites associations rattachées à la maison mère. Et c'est vrai que depuis tout le temps, on rencontre des difficultés en termes de communication, parce que même si on envoie, comme vient de dire Franck, une notification sur l'espace privé de notre adhérent, plus une notification avec toutes les informations sur la structure, derrière la structure, c'est la maison mère, mais il y a peut-être un conglomérat de 15 ou 16 petites structures derrière aléatoirement sur le département, et on n'a pas la capacité à faire le relais vers cette petite structure, puis ce n'est pas notre rôle. C'est aussi leur rôle de communiquer. Et souvent, pardon, aussi on peut avoir parfois, comme toute structure, on a des changements de personnel, c'est plus le même directeur, donc ça ne parle pas sur la bonne adresse mail, ou il n'a pas fait le relais. Donc c'est vrai que sur la partie communication, ce n'est pas toujours facile. Je vous en réfère le mieux, c'est quand même de demander à l'adhérent, parce que lui, il aura la notification. À défaut, il y a notre numéro de téléphone ou notre adresse mail. Merci. Une autre question. Alors attendez, il y a quelque chose qui est venu. Question peut-être un peu périphérique à la présentation. Avez-vous un dispositif d'aide ou des partenariats pour faciliter la recherche d'un médecin traitant pour les assurés qui n'en ont plus? Alors, c'est le service santé de la MSA, du coup, c'est pas mon périmètre. Je ne sais pas si toi, Franck, tu as un peu plus d'informations là-dessus, mais non. Enfin, Non, malheureusement, c'est pas notre secteur et ça serait géré directement par le service santé. Mais d'un autre côté, je pense pas qu'ils puissent proposer quoi que ce soit dans la mesure où il y a toujours cette problématique, on va dire, de favoritisme après sur les personnes. Donc, par contre, il me semble bien qu'il existe un moteur de recherche sur la caisse primaire, donc sur Amélie, il me semble, hein, qui permet effectivement d'identifier des médecins qui seraient susceptibles d'être le médecin traitant d'une personne sur certains secteurs, à vérifier. j'ai vu la question sur le DAC, le dispositif d'appui coordination. Alors, je sais que ça existe, mais aucune visibilité, puisque ce n'est pas notre périmètre directement, hein, sur le service d'action sanitaire et sociale. Donc, Là, ça pour serait le oui, c'est plutôt la santé. Là, pour le coup, je vais pouvoir répondre parce que le DAC est un des dispositifs portés par Provence Santé Coordination, au même titre que le Pôle Info, donc c'est mes collègues. Mais la question donc, par rapport donc, au dispositif ou partenariat pour la recherche de médecins traitants vient d'une CPTS et c'est aussi une des missions des CPTS qui est là-dessus. Donc effectivement, il y a tout ce lien qu'il y a. Donc merci d'avoir fait effectivement le lien avec le DAC, mais voilà, c'est tout cet écosystème qui travaille autour de ça. Mais voilà, la question venait là-dessus. Et c'est parfait. Merci en tout cas pour votre intervention.